Mesdames, Messieurs, donc je remplace le chairman qui n'est pas arrivé, mais je n'ai pas grand-chose à vous dire, puisque on va avoir une démonstration et tout. Et monsieur va donc assurer le commentaire, pédagogiquement, pour vous expliquer comment on peut recréer, en quelque sorte, le même phénomène, si je dis bêtise, vous m'arrêtez tout de suite, hein, que les aurores boréales. C'est ça? Des conditions pour les recréer, et pas la totalité du phénomène, parce que je montrerai qu'à la fin, le phénomène, il se passe à tellement grande échelle qu'on peut reproduire qu'une petite partie, c'est-à-dire la partie très proche de la Terre. Voilà, je vous laisse la parole. Voilà. Donc, on va vous présenter en fait la recréation d'une expérience historique qui a été menée au tout début du XXe siècle, donc il y a un siècle de ça, par un physicien norvégien qui a créé une expérience qui cherchait à reproduire les conditions de formation des aurores polaires. Alors, bon, je commencerai par rappeler quelques petites observations sur ce que c'est qu'une aurore polaire, et après je donnerai quelques éléments de la théorie de l'époque historique pour expliquer qu'est-ce que cherchait à prouver cette expérience historique, qu'est-ce qu'elle est arrivée à démontrer avec. Et puis je donnerai aussi quelques éléments de ce qui s'est passé après, pendant tout le déroulé du XXe siècle. Il y a eu des connaissances nouvelles qui sont arrivées, entre autres grâce aux satellites qui ont exploré l'environnement autour de la Terre, qui ont donné une connaissance du champ magnétique qui entoure la Terre. Et donc on a une connaissance moderne, un peu plus complète du phénomène. Et je montrerai justement qu'est-ce que l'expérience qu'on a recréée ici valide des idées d'il y a un siècle sur les aurores, et puis quelles sont les limites de l'expérience par rapport à la connaissance, bien sûr, contemporaine. Donc, j'espère que tout le monde, nous personnellement, donc on est des amateurs, des astronomes amateurs, on a reproduit l'expérience, on n'a jamais vu d'aurore. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a eu aussi envie d'avoir une expérience pour les recréer dans notre garage. Mais j'espère quand même que tout le monde parmi vous, au moins, a une vague idée de ce que c'est que le phénomène de l'aurore polaire, hein. Sur cette grande draperie qu'on va voir dans le ciel. Évidemment, on ne les voit pas partout. Donc, tout le monde n'a sans doute pas eu la chance de les voir, mais c'est notre cas. Mais il y a beaucoup de photos d'aurores polaires qui circulent un peu partout. Voilà, on voit, grosso modo, on a l'idée à quoi ça ressemble. Ce sont ces grandes draperies qui évoluent dans le ciel. Il paraît que c'est un phénomène qui est très rapide, qui est dynamique, qui va changer en quelques secondes. Les draperies, tout à coup, peuvent se déformer. Ça peut carrément s'éteindre pendant 1 ou 2 minutes, puis se rallumer, en quelque sorte, réapparaître, disparaître. C'est un phénomène très très rapide. Mais effectivement, la plupart du temps, il n'est pas visible partout. Il est visible dans les hautes latitudes, donc quelque part vers la Scandinavie, l'Islande, le Canada, l'Alaska, par là, pour l'hémisphère nord. Et on a la même chose dans l'hémisphère sud. En fait, on s'est rendu compte plus récemment que le phénomène des aurores, il est symétrique. Lorsqu'on a des aurores dans l'hémisphère nord, on a exactement les mêmes dans l'hémisphère sud. Seulement dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup moins de gens pour les voir. Parce que les basses latitudes, enfin les hautes latitudes de l'hémisphère sud, c'est quelque part autour de l'Atlantique et puis les océans qui entourent l'Antarctique, pardon. Donc il n'y a pas grand monde pour les observer, mais les gens qui sont au sud de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui vont les voir, confirment qu'effectivement, le phénomène se produit au même moment
lorsqu'on le scelle, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Alors pourquoi nous, on ne les voit pas souvent? Parce que ça se voit dans les hautes latitudes. De temps en temps, il y a quelques témoignages qui disent qu'on peut apercevoir des aurores depuis la France. Alors, c'est difficile parce que déjà, la condition première pour les aurores, c'est un phénomène qui n'est pas très lumineux. Il faut être sous un ciel bien noir, dénué de pollution lumineuse. Hein. Et évidemment, l'Europe occidentale, avec toutes les grandes villes, les grandes agglomérations, ça projette des grands halos de pollution lumineuse, ça va être assez difficile à voir. Et en plus, voir des aurores depuis la France, ça arrive très peu rarement. On va dire que ça va arriver 1 ou 2 fois sur un cycle de 10 ans. Alors 10 ans, enfin 10-11 ans, c'est pas un hasard, ça correspond en fait à la périodicité du cycle de l'activité solaire. On va voir que les aurores sont liées à l'activité solaire. Et donc, il y a des moments où le soleil est un peu plus actif, et ça va se traduire par un peu plus d'aurores. Et lorsque le soleil est vraiment actif, il se peut que les aurores descendent en latitude, descendent des hautes latitudes vers les basses latitudes, et qu'on arrive à les voir à la latitude de la France. Il y a même quelques témoignages historiques, quelques cas rarissimes, on a observé des aurores presque jusqu'à l'équateur, jusqu'au tropique. Il y a un témoignage d'une aurore dans les années au 19e siècle qui a été vue depuis Cuba. Mais c'est rarissime, hein, évidemment. La plupart du temps, les aurores sont visibles dans les hautes latitudes. Alors, donc ça prend souvent la forme de draperie, ça dépend aussi à l'endroit où on se trouve. Si l'aurore est sur l'horizon, on la voit plutôt comme un rideau qui va border l'horizon. Si on se trouve sous l'aurore et qu'elle est au-dessus de nous, on va voir en fait les bords du drap, enfin même plusieurs draperies qui vont s'enrouler autour de nous. Et puis aussi une question de couleur. Très souvent, sur la plupart des photos les plus courantes d'aurore, on voit une couleur verte. C'est la couleur la plus courante, hein, la couleur verte. Mais en fait, les aurores peuvent présenter toute une palette de couleurs. La deuxième couleur, un peu moins courante, mais qui vient après, ça va être la couleur rouge. Et après, c'est une question d'altitude. Les aurores vertes, elles vont se produire grosso modo entre 100 et 150 km d'altitude. Et au-dessus, mais ce n'est pas toujours le cas, il peut y avoir que l'aurore verte, mais par certains moments, il peut y avoir l'aurore verte, surmontée au-dessus, au-delà de 150 km jusqu'à beaucoup plus haut, une aurore rouge. Alors ça peut être vraiment très haut, hein. J'ai dit jusqu'à 300 km, mais ça peut même monter jusqu'à 600 km, c'est très variable. Et puis, vraiment plus rare, il peut y avoir une aurore pourpre, plus basse, en dessous de l'aurore verte, entre 80 et 100 km. Mais grosso modo, l'aurore la plus courante, ça va être l'aurore verte, et en fait, qui va correspondre à une longueur d'onde extrêmement précise, hein, de 5577 angstroms. Un angstrom, c'est le 10 milliardième de mètre. Ça correspond vraiment à ce qu'on appelle une raie luminescente extrêmement précise, et c'est ça la couleur verte. On a une autre raie très précise à 6300 angstroms qui va donner ce rouge, le rouge auroral. Alors, comment tout ça a démarré, la connaissance un peu scientifique des aurores? Ça a commencé au XVIIe siècle, il y a l'astronome français Gassendi qui avait fait quelques voyages en Scandinavie et qui s'est rendu compte qu'il y avait une zone aurorale qui existait sur les hautes latitudes. C'est tout ce qu'on a pu dire à l'époque. Les observations quantitatives pour expliquer un petit peu de physique des aurores a commencé au début du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, on a commencé à vouloir mesurer systématiquement le champ magnétique terrestre. Donc les gens avaient un système avec deux boussoles, des petits barreaux magnétiques, on arrive comme ça à mesurer le champ magnétique terrestre. Il y avait des campagnes, c'est-à-dire grosso modo les savants de l'époque ont essayé de se coordonner à tous les endroits du monde où ils étaient, où ils voyageaient, pour essayer de mesurer le champ magnétique terrestre. En particulier, il y a le naturaliste allemand Alexander von Humboldt qui a observé depuis Berlin, grosso modo, qu'il y avait un lien entre je vois une aurore et je vois l'aiguille de la boussole qui va dévier. Donc il a fait un lien entre magnétisme terrestre et présence des aurores. La grande avancée suivante, elle est due à Carrington. Alors, je ne sais pas si en France, il y a des astronomes amateurs. Carrington, il est très connu pour être l'astronome qui a étudié le Soleil, l'activité du Soleil, les taches solaires. Alors, en particulier, il a fait des très longues campagnes d'observation des taches à la surface du Soleil. Et en particulier, il s'est rendu compte que de temps en temps, dans les taches, on va pouvoir observer une éruption. C'est-à-dire qu'à proximité d'une tache, on va voir un point brillant qui va durer quelques minutes, 3, 4, 5 minutes, et il a appelé ça une éruption. Et il s'est aussi rendu compte qu'il y avait corrélation entre j'observe une éruption et 2 jours, 3 jours après, on va avoir une activité aurorale qui est signalée dans la zone aurorale. Voilà, donc ça nous a amené au début du XXe siècle, c'est pas passé grand-chose avant là, au début du XXe siècle, où on était dans un contexte favorable. Ce contexte, ça a été la découverte un peu de la nature de l'électricité. L'électricité, évidemment, on la connaît depuis toujours. Au XVIIIe siècle, on savait créer de l'électricité et des machines électrostatiques, mais on ne savait pas ce que c'était. On croyait que c'était un fluide. Et fin 19e, on a découvert la nature matérielle de l'électricité, c'est-à-dire qu'on a découvert l'électron, on a découvert que l'électricité pouvait être portée
par des petites particules matérielles. Hein, ça s'est fait comme au moyen d'un tube où on envoie des électrons sur une cible, et puis en fait, les électrons vont, comme ce sont des particules matérielles, elles vont dessiner une ombre, l'ombre de la cible, sur le fond du tube en verre sur lequel se produit un phénomène de luminescence dû aux électrons qui viennent rentrer en collision avec le fond du tube. Donc on a compris la nature corpusculaire de l'électricité. Ce qui nous amène au physicien Christian Bergland. Donc, Christian Bergland, c'est l'inventeur de la Terrella. C'est un Norvégien, donc il était bien placé pour observer les aurores, et il a consacré sa vie entière à la compréhension physique du phénomène des aurores. Alors c'est un physicien qui était quand même bien au courant des avancées de son époque, puisqu'en particulier il a été formé, il a travaillé avec Henri Poincaré, et il a passé pas mal de temps en France, et s'appuyant sur les découvertes récentes des électrons, de la nature matérielle de l'électricité, il a proposé une explication de la formation des aurores, en s'appuyant aussi des observations du passé, savoir qu'il y avait un lien avec le magnétisme et qu'il y avait un lien avec l'activité solaire. Donc qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé, pour faire une aurore, il faut 3 ingrédients. Il faut de l'électricité, donc des particules d'électricité, donc sans doute des électrons, mais on verra qu'il peut y avoir autre chose, mais des particules d'électricité qui viennent du Soleil. Il a fait l'hypothèse que ça venait du Soleil, il n'a pas tellement les moyens de le vérifier à son époque, il a fait l'hypothèse que ça venait du Soleil, puisque lorsqu'on observe une éruption, une activité sur le Soleil, eh ben on va avoir 2-3 jours après des aurores. Il faut la présence du champ magnétique terrestre, puisqu'on a vu que lorsque l'aurore se produit, le champ magnétique terrestre va être perturbé. Et puis il faut une dernière chose pour créer le phénomène lumineux, et ça, il a pu en déduire grâce à la fabrication des premières lampes à décharge, des premières lampes tubes fluorescents, enfin lampes fluorescentes dans le dernier tiers du 19e siècle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un petit peu de gaz qui va être excité. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il a fait l'hypothèse que l'électricité, sous forme d'électrons, de corpuscules, va venir rentrer en collision avec du gaz dans notre atmosphère, va exciter ce gaz, et ce gaz, lorsqu'il revient au repos, lorsqu'il se désexcite, il émet de la lumière. Donc il émet de la lumière dans les couleurs qu'on a vues précédemment. Donc il s'est appuyé pour ces travaux-là, il a travaillé avec... Alors, Birkeland c'était un expérimentateur, pour ça il a travaillé avec un théoricien qui s'appelle Sturmer. Sturmer, lui, il a vraiment posé toutes les bases théoriques qui justifiaient les hypothèses de Birkeland. Donc, en 2 mots, j'arrête les deux slides où je vais présenter un tout petit peu de physique sur les aurores. Sturmer a essayé de décrire le mouvement des électrons, des particules électriquement chargées, des corpuscules d'électricité dans un champ magnétique. Si on a un champ magnétique qui vient vers nous, comme ceci, et puis qu'on a des particules électriquement chargées, par exemple un électron ou un proton positivement chargé, un électron qui va être négativement chargé, qu'on lui donne un petit peu de vitesse, et bien sous l'effet de quelque chose qu'on connaît bien en physique, on a pas ça au lycée, on appelle ça la force de Lorentz, il va se mettre à tourner, alors dans un sens pour l'électron, dans l'autre sens pour le proton, à une certaine vitesse qui dépend de la masse de la particule. Maintenant, ça c'est ce qui se passe lorsqu'on est dans un plan, le champ magnétique sort comme ceci. Si en plus on lui donne une petite vitesse suivant l'axe du champ magnétique, eh ben, il va y avoir composition d'un mouvement circulaire avec un mouvement de translation, donc l'électron de la particule va avoir un mouvement en hélice. Et donc il va s'enrouler le long de la ligne de champ. Et donc en fait, toute la base de la théorie de Birkeland et de Sturmer, c'est ça. C'est que quelque part, on a des particules électriquement chargées qui viennent du Soleil, on a des lignes de champ, alors je rappelle comment les lignes de champ, qu'est-ce que c'est? Ce sont, voilà, ça c'est la Terre ici, qui va produire tout autour d'elle, à plusieurs rayons de distance de la Terre, des lignes de champ magnétique. C'est une matérialisation du champ magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire matérialiser le champ magnétique et une ligne de champ? Ça veut dire que si je pose une boussole à cet endroit-là, la boussole va me donner cette direction-là. Si je pose une boussole ici, elle va me donner cette direction-là. Donc c'est juste une matérialisation de la direction que donne la boussole. Et donc l'idée de Birkeland et de Sturmer, c'est que si quelque part, tout autour dans l'environnement de la Terre, il y a des électrons ou des particules électriquement chargées qui sont envoyées par le Soleil, elles vont venir s'enrouler en suivant un mouvement en hélice le long des lignes de champ. Et vous voyez où convergent les lignes de champ? Il y a une grosse densité de lignes de champ qui convergent autour des pôles. Là, il y en a très peu qui se referment autour de l'équateur. Et c'est ce qui explique qu'on va observer le phénomène des aurores plutôt autour des pôles, parce que si on imagine qu'il y a dans le plan, par exemple, ça va être l'équateur magnétique, et ici le pôle nord magnétique, c'est l'axe magnétique de la Terre. Si on a ici des électrons, entre ces 2 lignes de champ-là, on va capturer beaucoup plus de particules qui vont venir se déposer ici, qu'entre ici et là. C'est simplement une question de géométrie.
Hein, ici, on va capturer, on va intersecter une grande surface, ici, on va intersecter une petite surface. Donc, il y aura bien sûr un petit peu de particules qui vont tomber dans les basses latitudes, mais pas assez pour que ce soit visible. Par contre, il y en aura beaucoup plus grand nombre qui vont être capturés à plus haute latitude, et c'est pour ça qu'on observe le phénomène auroral à haute latitude. C'est une des explications, ce n'est pas l'explication complète. Alors, à l'époque des Birkeland, ils n'avaient pas beaucoup de moyens d'observer au niveau de l'environnement terrestre, d'observer réellement le mouvement des particules dans l'atmosphère terrestre. Donc, qu'est-ce qu'a dû faire Birkeland? Il a eu beaucoup de mal à être reconnu, que ce soit Birkeland ou Störmer, à être reconnu dans leur théorie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une expérience qui essayait de reproduire exactement les conditions que j'ai décrites. Donc, il a créé cette expérience qui s'appelle la Terrella. Donc, voici Christian Birkeland, avec là vraiment l'expérience historique. Ça, c'est une photo qui doit dater de 1907 à peu près. Alors, il a passé 10 ans hein, quand même pour réussir à mettre au point complètement l'expérience, pour arriver à reproduire les hypothèses de la théorie qu'il a décrite. Donc, voici la Terrella d'origine. Donc, ça consistait en une boîte dans laquelle on fait le vide au moyen d'une pompe. Donc, ici, nous, sur notre expérience, on n'a pas utilisé une boîte, on a utilisé une cloche en verre dans laquelle on fait le vide. On utilise une cloche parce que ça permet d'obtenir plus facilement l'étanchéité qu'avec une boîte de forme carrée où c'est assez difficile pour maîtriser les fuites sur les bords. Et on fait le vide au moyen d'une pompe. Donc, le bruit que vous entendez là, c'est simplement le bruit de la pompe là, qui se trouve par terre, qui est en train de faire le vide. Hein, au début, la cloche était remplie avec l'air ambiant, l'air qu'on respire, et puis on est en train d'abaisser petit à petit la pression au moyen de la pompe qui est ici. On fait le vide dans l'enceinte. Alors voilà, schéma de principe de la Terrella. On a cette cloche ou cette boîte dans laquelle on fait le vide au moyen d'une pompe. Alors on va baisser la pression suffisamment pour reproduire à peu près les conditions de la haute atmosphère. Alors, je vous ai dit au début, les aurores, grosso modo, ça va se produire autour de 100 km, voire au-delà. Donc on essaye tant bien que mal de s'approcher des conditions de pression à une centaine de kilomètres. Donc j'ai mis 10 pascal, en fait c'est entre 10 et 100 pascal, ce qui correspond à peu près 1 millibar, 1,5, entre 1 et 1,5 millibar. Là c'est à peu près la pression qu'on a, on est même un peu au-delà, on est à presque 3 millibars, parce qu'il y a un peu d'humidité dans l'air qui est un peu difficile à évacuer, il faudra pomper très longtemps pour arriver à s'en débarrasser. Donc là on a plutôt les conditions qui se produisent à 80 km, mais malgré tout le phénomène auroral va commencer à être visible. Là-dedans, on va placer quelque chose qui va représenter la Terre. Alors, c'est ça le nom d'expérience. Terrella, c'était en fait c'est un nom qui vient du XVIe siècle, ça veut dire petite terre. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser simplement une petite sphère en aluminium, pas en fer. Hein? Alors, pourquoi? Il faut que ce soit un métal qui conduise l'électricité, mais il faut pas qu'il soit magnétique. Parce qu'à l'intérieur de la sphère en aluminium, on a enfermé un aimant permanent. C'est quasiment un aimant de frigo, hein, c'est juste un aimant, on appelle ça des aimants néodymes Ferber, c'est les matériaux les plus récents qu'il y a pour faire des aimants, et c'est ceux qui donnent le plus de champ magnétique. Donc on a enfermé un aimant, bon, on l'a disposé verticalement, mais on aurait pu l'incliner, ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut que ce soit en aluminium pour que le champ magnétique puisse sortir. Hein. Si c'était en fer, le champ magnétique se refermerait à l'intérieur et il ne sortirait pas. Donc il faut qu'il y ait du champ magnétique à l'extérieur de la sphère qui va représenter la Terre. Donc on a le champ magnétique, on a le troisième ingrédient, on a un petit peu d'air résiduel, puisqu'on a fait le vide, mais il reste une centaine de pascal d'air résiduel. Il faut le dernier ingrédient pour fabriquer les aurores, qui fait partie des hypothèses de Birkeland, il faut de l'électricité, sous forme de corpuscules, sous forme d'électrons. Donc qu'est-ce qu'on fait? On relie la petite sphère en aluminium au plus d'un générateur à haute tension de 1000 volts à peu près, on est à 1500 volts, et puis en face, on met au bout d'un mât une électrode, c'est-à-dire simplement une petite pointe métallique, qu'on va relier à la borne moins du générateur. Et on applique une tension d'à peu près entre 1000 et 2000 volts à peu près. Donc c'est pas de la très haute tension, mais c'est ça, par exemple, on la reproduit avec un générateur une haute tension de tube cathodique des anciennes télé, tout simplement, hein, pour arriver à reproduire cette tension-là. On fait le vide, on applique la tension, et en principe, on a tous les bons ingrédients pour produire l'aurore. Alors, j'ai encore un petit peu de temps, je vais continuer. Alors, quelques réalisations de Terrella. Alors, l'expérience historique de Christian Birkeland, hein, celle qu'on voyait ici sur la photo. Christian Birkeland, il est mort en 1917, il n'a pas été reconnu de son vivant, hein, malgré son expérience qui était quand même assez probante. Il a presque été oublié pendant presque un siècle.
Et c'est il y a une dizaine d'années, un astrophysicien de Grenoble qui s'appelle Jean Lillenstein qui a réinventé l'expérience. Alors il l'a un petit peu modifié, il l'a un peu amélioré, il appelle ça la Planeterella. Il a rajouté 2 sphères, donc comme ça il peut simuler la présence d'une planète avec un satellite qui aurait tous les deux un champ magnétique. Je montrerai à la fin un exemple. Le phénomène d'aurore, il n'est pas visible que sur Terre, il est visible sur d'autres planètes du système solaire. À partir du moment où on a les 3 ingrédients, où on a des particules d'électricité et le Soleil en donne généreusement dans tout le système solaire, qu'on a un champ magnétique, certaines planètes ont un champ magnétique, pas toutes, mais certaines en ont, et puis qu'il y a du gaz, on a toutes les conditions pour recréer des aurores. Évidemment qu'ils seront différents d'une planète à une autre parce que les compositions chimiques de l'atmosphère ne sont pas les mêmes, mais on a tout ce qu'il faut pour recréer des aurores. Donc ça, c'était l'intention de Jean Lillenstein, de recréer des aurores un peu plus, dans un cadre un peu plus vaste que simplement l'aurore autour de la Terre. Nous, en amateur, c'est celle-ci, on a recréé l'expérience simplement historique de Christian Birkeland avec juste la Terre et puis une électrode. Alors, je vous montrerai après que l'électrode ne représente pas le Soleil. L'électrode va représenter un réservoir d'électricité qui se trouve quelque part à proximité de la Terre, en général sur l'équateur magnétique de la Terre, il y a un réservoir d'électricité, donc un réservoir de particules, qui effectivement viennent du Soleil, mais qui restent là un certain temps et qui à la fin finissent par se déposer sur les pôles pour créer l'aurore. Et puis, il me reste 5 minutes avant de montrer la manip elle-même. Heureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là après Birkeland. On a compris quand même quelques petites choses après. Alors, il y a eu quand même une controverse en fait entre 1930 et 1960 sur les hypothèses de Birkeland. En particulier, il y a Sidney Chapman, c'est quelqu'un d'assez particulier, c'est un physicien britannique qui avait proposé en 1930 l'idée suivante, c'était qu'en fait, il s'est rendu compte que le Soleil, effectivement, probablement envoie de l'électricité. On appelle ça le vent solaire. Donc, ce sont un mélange de particules positives et négatives, le vent solaire. Et il s'est rendu compte, simplement par des considérations de calcul théorique, que le vent solaire ne pouvait pas pénétrer sur les pôles de la Terre en particulier, il était repoussé par le champ magnétique terrestre. Donc il a appelé ça la magnétosphère et il a dit, voilà, la magnétosphère nous protège du vent solaire, c'est une bulle protectrice, mais ça met à mal les idées de Birkeland, parce que Birkeland dit c'est directement le vent solaire qui vient se projeter sur les pôles de la Terre pour créer l'aurore. Et donc là, ça a posé un problème, la théorie de Birkeland et de son ami Sturmer ont été mis à mal par ça. Et il y a eu une grosse controverse pendant une trentaine d'années. Sidney Chapman aussi avait aussi quand même du mal à soutenir ce qu'il disait parce qu'il n'y avait pas d'observation. Et le jour où il a pris sa retraite, Sidney Chapman, au lieu d'aller dans un pays chaud pour prendre sa retraite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé s'installer en Alaska. Ah, c'était vraiment un mordu, donc à 67 ans, il est allé prendre sa retraite en Alaska pour établir définitivement sa théorie des aurores. Donc il a participé à la mise en place des premiers réseaux de caméras qui surveillaient tout le ciel sur tout l'Alaska, ce qui a permis déjà de délimiter précisément la zone des aurores. Et ça, 2-3 ans après, les tout premiers satellites qui ont fait le tour de la Terre, c'était les Explorer, qui ont permis de photographier que la zone des aurores, ça prend la forme d'un ovale. Mais, chose curieuse, paradoxe, on n'observe jamais d'aurore sur les pôles mêmes. Alors il s'agit des pôles magnétiques, qui sont légèrement décalés des pôles géographiques. Mais l'ovale auroral, enfin la zone aurorale prend toujours la forme d'un ovale, mais n'est jamais visible au-dessus du pôle lui-même. Mais malgré tout, il se produit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des particules qui arrivent à passer. Malgré ce qu'il disait Chapman, ce n'est pas une bulle protectrice complètement fermée. Alors, en même temps, toujours avec quelques satellites qui sont allés plus loin dans le système solaire, on a découvert la nature du vent solaire, on a mesuré le vent solaire, donc on s'est rendu compte que le vent solaire, c'est quelque chose qui porte le champ magnétique terrestre et qui s'enroule en forme de spirale parce que le Soleil tourne sur lui-même en à peu près 1 mois. Et donc comme un tourniquet qui envoie de l'eau, ça va faire des spirales, le Soleil va créer des spirales de champ magnétique qui sont portées par le vent solaire. Et ça, on sait que c'est complètement lié à l'activité du Soleil. On sait qu'il y a un vent solaire calme en permanence qui souffle autour de 400 km par seconde, et de temps en temps, quand il y a des éruptions, alors il y a différents types d'éruptions, il y a les fameuses éruptions qu'avait vu Carrington à la surface, dans les taches, et puis il y a ce qu'on appelle les éjections de masse coronale, qui sont d'autres types d'éruptions. Mais on sait que lorsqu'il y a des éruptions, il va y avoir, le vent solaire va souffler plus fort, à condition évidemment que le vent solaire souffle dans notre direction, parce que le Soleil peut avoir des éruptions dans toutes les directions. Mais s'il y en a une qui est bien dirigée vers nous, on va se recevoir du vent solaire rapide. Et donc on va arriver à la vision moderne de la magnétosphère. Je ne vais pas le détailler, c'est très compliqué. En fait, il y a tout un système de courants électriques qui vont se créer sous l'effet du vent solaire.
malgré tout, l'effet numéro 1, le vent solaire, il est dévié, il arrive ici. La Terre est là, le vent solaire arrive ici. Il est dévié de part et d'autre par la magnétosphère, et il n'y a qu'une toute petite partie du vent solaire, entre 1 et 10%, ça dépend de l'activité, qui va re-rentrer dans la magnétosphère par l'arrière, côté nuit. Si le soleil est ici, là on a le côté jour, derrière on a le côté nuit. Il y a un tout petit peu de ces particules, de cette électricité solaire qui va rentrer côté nuit, et qui va être accélérée par le champ magnétique, enfin par une combinaison du champ magnétique et du champ électrique créé par le soleil, qui va accélérer les particules et vont venir se déposer sur les pôles. Et en fait, c'est pour ça que, dans la réalité, les aurores sont plus visibles côté nuit. Alors, côté jour, évidemment, ce sera difficile à voir parce qu'il faut de la nuit, mais elles sont vraiment plus fortes côté nuit que côté jour, parce qu'en fait, le vent solaire qui arrive ici, il est complètement dévié, il est obligé de faire le tour complet de la magnétosphère pour rentrer par la magnétosphère, être accéléré dans un anneau de courant qui fait le tour de la Terre, qui est situé sur l'équateur magnétique, à peu près 6 à 8 rayons terrestres. Il y a tout un anneau de courant qui est autour de la Terre. Cet anneau de courant, il est lié aux ceintures de radiation de Van Allen. Vous avez entendu parler de ça. C'est comme ça, entre autres, qu'on a détecté, qu'on a validé, en fait, ces fameuses... ça représente une ligne, deux lignes de champ, deux lignes du champ magnétique terrestre, dans lequel les électrons, enfin les particules, vont s'enrouler selon ce mouvement hélicoïdal et vont se déposer soit au pôle nord, soit au pôle sud. Et c'est pour ça que c'est symétrique aussi. Parce que les particules, elles peuvent aller soit par là, elles ont le choix, il n'y a rien qui leur impose d'aller soit au pôle nord, soit au pôle sud. Donc on peut avoir, donc on a à la fois aurore boréale, aurore australe. Et donc voilà, c'est là où s'arrête notre connaissance moderne de ce que c'est que la magnétosphère. Donc en fait, l'idée c'est que Christian Birkeland, et Birkeland et Störmer, son collègue, ils avaient raison sur les ingrédients. Effectivement, pour créer des aurores, il faut des particules électriquement chargées, c'est le Soleil qui en fournit généreusement dans tout le système solaire. Il faut un champ magnétique qui va aider à canaliser une toute petite partie de ces particules sur les hautes latitudes. Et puis, le phénomène lumineux, au final, lui qui se produit assez proche de la Terre, parce que là, la magnétosphère, c'est quelque chose de très grand, ça peut s'étendre sur une centaine de rayons terrestres. Donc, à très près de la Terre, la haute atmosphère, à 100 km, il reste un petit peu de gaz qui va être excité lorsqu'il rentre en collision avec les électrons, avec les particules électriquement chargées qui sont accélérées dans la magnétosphère, et en se désexcitant, elles vont émettre la couleur verte pour entre 100 et 150 km, ou la couleur rouge au-dessus de 150 km. Et donc pour terminer, ces conditions-là, ces trois ingrédients-là, on les a partout, un peu partout dans le système solaire. Du vent solaire, il y en a partout, il y en a jusqu'au-delà d'Uranus. Certaines planètes ont un champ magnétique, en particulier Jupiter a un champ magnétique très important, et Jupiter est fait de gaz. Donc il y a tout ce qu'il faut, on a tous les ingrédients pour trouver des aurores sur Jupiter. Et donc dès qu'il y a des sondes spatiales qui sont passées à proximité de Jupiter, qui ont photographié, alors là, la photo c'est un montage, pour pas le préciser. On a une photo qui a été prise dans le domaine visible, on voit Jupiter, et une photo qui a été prise dans le domaine ultraviolet, on a superposé les deux, et dans le domaine ultraviolet, ça nous a révélé la présence d'aurores. Donc les aurores de Jupiter ne sont pas visibles, sont pas dans le domaine de la lumière visible, parce qu'on n'a pas affaire au même gaz, on a plutôt affaire à de l'oxygène, de l'hélium et de l'hydrogène, alors que sur Terre, on a plutôt affaire à l'oxygène principalement, qui est responsable de la couleur verte et de la couleur rouge, mais on a les mêmes effets. Et puis pour terminer, avant d'éteindre les lumières pour voir la manip, il faut savoir que maintenant qu'on surveille le Soleil, il y a tout un tas de sondes qui font le tour et qui surveillent en permanence le Soleil. Comme on sait qu'il y a une relation entre activité solaire, donc une éruption se produit, alors après ça dépend de la vitesse du vent, si on a du vent lent, ça va prendre 3 jours, si on a du vent rapide, ça va prendre 15 jours et demi. Suivant la vitesse du vent, on pourra prédire l'apparition des aurores. Donc vous pourrez regarder sur un site web qui s'appelle Météo Spatial, Space Weather. Tous les jours, il y a un bulletin météo spatial qui vous donne l'état du Soleil, les éruptions, ça c'est les taches solaires et éventuellement les taches solaires les éruptions qui ont eu lieu liées à ces taches solaires, et aussi aux trous coronaux, qui ont les deux types d'éruptions qu'on peut trouver. Et en face de ça, vous allez avoir une indication de l'ovale auroral pour le pôle nord et pour le pôle sud, avec des indications chiffrées. Bon, quand on connaît un petit peu le domaine, on sait à peu près ce qu'il s'agit. Là, vous avez la vitesse du vent. Vous voyez qu'ici, 400, c'est du vent lent. Voilà, 400 km par seconde. Vous avez aussi quelques indications sur le champ magnétique. Je n'ai pas expliqué tous les phénomènes. Lorsqu'on est en vent lent, il va y avoir une aurore calme, mais il peut y avoir des aurores explosives, en quelque sorte, ce qu'on appelle des orages magnétiques ou des sous-orages magnétiques, qui vont être facilités par une inversion du champ magnétique terrestre. Donc quand on regarde ici, si on voit le champ magnétique terrestre passe au sud, c'est-à-dire le champ magnétique
solaire, un champ magnétique interplanétaire, s'inverse par rapport au champ magnétique terrestre, il va y avoir un phénomène de connexion magnétique qui va créer des orages magnétiques. Et donc, les aurores calmes vont s'enrichir, vont être doublées par des orages magnétiques qui vont durer quelques heures pendant une nuit. Il peut y en avoir plusieurs. Pendant la même nuit, il peut y avoir quelques orages d'une heure qui vont se reproduire en séquence. Voilà pour ce qu'on peut dire, l'introduction sur le phénomène.